Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre, bonjour aux téléspectateurs. Alors aujourd'hui, avec notre invité, on va le présenter dans un instant, il sera question de Great Reset, la grande réinitialisation promise par le Forum de Davos. Pour en parler, notre invité, Olivier, c'est l'économiste Philippe Herrlin. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors Philippe Herrlin, vous avez lu donc l'ouvrage de ce Klaus Schwab, président du Forum économique de Davos, ce livre, Covid-19, la grande réinitialisation, sorti en juillet 2020. Expliquez-nous un petit peu quelle est la personnalité de ce Klaus Schwab. Il se dit défenseur du capitalisme. Son forum de Davos, en tout cas, est connu comme étant le think tank du capitalisme mondialisé. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, alors Klaus Schwab, on le connaît surtout comme le fondateur du forum de Davos, qui est le principal lieu de rendez-vous pour les élites et les grandes entreprises internationales, pour diffuser la bonne parole capitaliste, pense-t-on. Enfin, c'est aussi ce que je pensais. Moi, je ne suivais pas particulièrement de près les travaux du Forum de Davos. Et voilà, mais c'est le terme de Great Reset que j'ai vu circuler sur Twitter, un peu partout, mais pas dans les grands médias, donc ça m'a un peu inquiété. J'ai voulu en savoir plus. J'ai vu que c'était un livre écrit par Klaus Schwab. Voilà, et Thierry Malray. Et Thierry Malray, un consultant français, voilà. Et qui suivait un précédent livre qui parlait de quatrième révolution industrielle. Voilà. Donc tout ça, ça sent la révolution, ça sent le désir de... Voilà, et puis Great Reset, grande réinitialisation, c'est un côté table rase qui fait plutôt penser au régime un peu autoritaire, au totalitaire. Du passé faisant table rase, voilà, c'est un extrait de l'International. Voilà, donc c'est un terme qui m'a intrigué tout de suite, et j'ai voulu en savoir plus en lisant le livre écrit à cette occasion. Et donc le co-auteur Thierry Malray, soit dit en passant, est un ancien conseiller du Premier ministre Michel Rocard. Donc c'est bien de le rappeler. Je cite Klaus Schwab, « La crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne. » Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce postulat de départ ? Alors non, parce que c'est quand même pas quelque chose qui est terrifiant. Enfin, l'histoire moderne, il y a eu des guerres mondiales qui ont fait autrement plus de morts. Et puis si on prend les défis actuels auxquels est confrontée l'Europe et l'Occident, il y a quand même le terrorisme, l'islamisation, l'immigration, qui sont quand même des problèmes plus sérieux, qui mettent en péril l'existence même de nos pays. Donc voilà, on ne va pas comparer ça à une maladie qui a un taux de mortalité qui est quand même très faible. Voilà. Alors, quand vous avez, une fois terminé la lecture de ce livre, je lisais l'une de vos tribunes dans François, vous parlez d'un plan d'étatisation de la société, d'une nouvelle forme de socialisme. Alors, en quoi ça consisterait concrètement, cette étatisation ? Alors, c'est ça que j'ai découvert en lisant ce livre. Je m'attendais à avoir un peu un plaidoyer du capitalisme. Bon, en quel cas, ça ne m'aurait pas gêné. Moi, je suis économiste libéral, donc j'aurais trouvé ça très bien. Mais en fait, non, j'ai plutôt un mouvement de recul, parce que j'ai vu que c'était un plan très, très étatiste. Alors justement, comme il nous dit, une crise qui n'a pas d'équivalent, on sent tout de suite le côté, il faut prendre les choses en main, il faut redéfinir. Et puis ce qu'il nous dit aussi, c'est que c'est une crise qui n'a pas d'équivalent, mais une fois qu'elle sera terminée, on ne pourra pas revenir comme avant. On ne pourra pas revenir en arrière. Il faudra, parce que le monde d'avant fonctionnait mal, il était inégalitaire, il y avait des crises régulières, donc on ne pourra surtout pas revenir à ce qui était avant. Il faut réinventer quelque chose, d'où cette idée de Great Reset, de réinitialisation complète. Et de réinvention vers le bien, puisqu'ils ont en plus ce vocable un petit peu enfantin. Voilà, je le cite encore, Schwab, « Ne pas agir équivaudrait à laisser notre monde devenir plus méchant ». Oui. Alors ça, c'est d'un simplisme. C'est d'un simplisme, c'est un peu enfantin comme discours. Oui, mais nous sommes dans la logique du camp du bien. Voilà, mais on est voilà, c'est cette histoire du camp du bien, et il y a les méchants en face. Donc ceux qui veulent revenir à l'économie d'avant, ils sont catalogués dans les méchants. Voilà. Puis il y a un synonyme de méchant, vous savez, c'est complotiste. Voilà, complotiste, discours de haine et tous ces synonymes. Mais il y a un économiste suisse qui s'appelle Bieswinger, qui est mort il y a 2 ans, qui comparait le forum de Davos à l'Église. Et le pape, on était évidemment M. Schwab, et puis les économistes acquis à la grande réinitialisation,
C'était le concile, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une dimension presque religieuse, en tout cas moraliste. Messianique, en tout cas. Messianique. C'est-à-dire, on va vers un monde meilleur. Et la grande réinitialisation va nous faire ce monde meilleur. Là, nous ne sommes plus du tout dans le rationalisme. Tout à l'heure, vous avez dit, je suis un économiste libéral. Mais le capitalisme, il est par nature monopolistique. Et finalement, nous allons vers une forme de contrôle monopolistique. Alors, il peut y avoir des monopoles, mais ce que permet le capitalisme, c'est qu'il puisse être contesté. Hein. À une époque, IBM était la situation de monopole dans l'informatique, et puis il y a Microsoft qui est arrivé, il y a Apple, bon voilà. Enfin, il y a toujours, et même les GAFA d'aujourd'hui, ils sont très puissants, ils paraissent incontournables, mais ils peuvent être disruptés un jour ou l'autre. Donc ce qui est important, c'est que la concurrence puisse se faire. Voilà. Le problème, c'est que les GAFA d'aujourd'hui, ils ont aussi tendance à vouloir contrôler l'information. On voit que Twitter, Facebook ferment des groupes ou empêchent ces personnes de s'exprimer, YouTube, etc. Donc ça pose un problème parce que justement, ça remet en cause la capacité de la société à faire émerger des solutions concurrentes de ces grandes sociétés. Et c'est ça qui est inquiétant. Voilà. Alors je crois qu'il faudrait, Pierre, que nous parlions aussi de ceux qui sont à côté de M. Schwab. Il y a des personnages comme le prince Charles, on peut passer assez vite. Je ne suis pas sûr. Oui, mais enfin, quand on lit ses déclarations, on est dans une dimension messianique. Hein, oui, totalement. C'est genre, on fait du mal à Gaïa, on fait du mal à la nature. Et c'est ça qui explique le Covid. Alors ça aussi, c'est tout ce discours. Oui, mais le prince Charles, disons, ne peut tenir qu'un discours moraliste et messianique parce qu'il n'a pas d'autres idées par ailleurs. Tandis qu'il y a une dame qui me paraît plus inquiétante, c'est Madame Kristalina Georgieva, qui est directrice du FMI. Elle a fait une déclaration quand même absolument sidérante, que je me permets de vous citer. La croissance, dit-elle, devrait conduire à un monde plus vert, plus intelligent et plus juste à l'avenir. Oh, c'est une suffisance, c'est une naïveté désarmante. Oui, ce qu'on lit au début du livre de Klaus Schwab, justement, c'est la remise en cause du PIB. Et ça, on sait que ce type de critique, c'est une critique qui est très souvent reprise par les milieux anticapitalistes et écologistes. Parce qu'on dit qu'il y a une sorte de religion du PIB, une religion de la croissance. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. Je dis, le PIB, c'est quoi? C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées des entreprises, mais qui procèdent de choix libres. Si nous décidons d'acheter tel objet parce que ça nous fait plaisir, on consomme telle chose, c'est notre choix libre. Et les entreprises qui répondent à notre demande, eh bien, elles réussissent. C'est celles qui proposent des produits qui n'intéressent personne, elles disparaissent. Et donc, il y a une vraie création de valeur. Donc le fait de remettre en cause le PIB, moi je dis, on remet en cause notre liberté de choix. Et c'est le discours écologique qui veut nous imposer à utiliser tel type d'énergie, tel type de transport, tel type de choses, etc. et à restreindre nos libertés. Oui, voilà. Parce que la critique du PIB... Donc moi, quand j'entends parler de critique du PIB, tout de suite, c'est un indice qui me plaît pas, et je l'ai vu dès le début du livre de Klaus Schwab. On peut comprendre, parce que c'est un indice qui est né entre 39 et 50. On peut le critiquer, il est approximatif, parce on peut le critiquer. On a souvent dit que chaque fois qu'il y a une catastrophe, par exemple, naturelle, ça fait augmenter le PIB, puisqu'il faut de la dépense pour y remédier. Bon, et ça, c'était le bon côté de la critique du PIB. Mais elle parle, cette dame, de croissance verte. Qu'est-ce que vous pensez de cette croissance verte? Est-ce que vraiment ça va créer des emplois? Est-ce que ça va sortir les pays pauvres de la misère? Est-ce que ça va rendre les gens capables d'utiliser de l'énergie? Parce qu'il faut de l'énergie pour la croissance. Mais quand on regarde la croissance verte, c'est que de la croissance subventionnée. Parce que la croissance verte, on entend surtout les éoliennes, les panneaux solaires. On arrête les centrales à charbon, les centrales à gaz, et même, pour certains écologistes, mais pas tous, les centrales nucléaires. Donc il ne nous reste plus que des énergies renouvelables qui sont pas pilotables. C'est-à-dire, une éolienne, ça marche quand il y a du vent. Hein. C'est pas quand on le décide. Voilà. Et comme de toute façon, même quand il y a du vent, ça coûte plus cher que les énergies classiques, eh bien, il faut que ce soit subventionné, quoi. Donc, économiquement, j'ai un peu de mal à voir comment la croissance verte pourrait générer plus de croissance que l'économie d'avant, quoi. Oui, parce que la subvention, elle vient aussi des impôts. Elle vient des taxes et des impôts. Sur des activités... Et c'est des choses très concrètes. Si la facture d'électricité des Français augmente, c'est parce que dedans, il y a une ligne... la CSPE, qui cherche à subventionner les éoliennes. Oui, et c'est ou les par panneaux là, solaires.
ou les panneaux solaires, et cette part-là ne fait qu'augmenter d'année en année. Et c'est pour ça que la facture d'électricité des Français augmente, et donc leur pouvoir d'achat se réduit. Voilà, et on le voit sur l'essence. Alors, sur l'essence, ils ont voulu mettre une taxe carbone aussi, puis ça a déclenché les gilets jaunes. Donc là, ils le mettent en sourdine, mais il est évident qu'ils vont y revenir, parce que c'est la logique de cette fameuse économie verte qu'on cherche à nous vendre, mais qui en fait ne produit que de la pauvreté, et des tours, des éoliennes qui défigurent en plus nos paysages, alors que le tourisme et les paysages, c'est justement un atout de la France. Donc voilà. Justement, cette transition économique, énergétique, excusez-moi, dont on entend parler depuis une quinzaine d'années, notamment avec le Grenelle de l'environnement qu'avait soutenu Jean-Louis Borloo, vous pensez que le Covid, ça servirait de déclencheur pour justement mettre en œuvre cette transition? Voilà, alors là on est au cœur, je dirais, de l'innovation du livre de Klaus Schwab et de ce qu'on appelle le Great Reset, la grande industrialisation. C'est-à-dire que le Covid va servir de déclencheur, parce que jusqu'ici, on nous parlait beaucoup du réchauffement climatique. Ça fait des années qu'on nous en parle, qu'on voit Greta à tous les journaux de 20h. Il y a quasiment un sujet d'actualité sur deux où on nous ressort le réchauffement climatique. Bon, oui, mais vous avez remarqué qu'on ne la voit plus tout d'un coup? Oui, elle a disparu. Parce qu'il y a le Covid, mais on va la revoir. Vous inquiétez pas, elle va revenir après le Covid. De la voir revenir, non, mais elle va revenir après le Covid, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, le problème du réchauffement climatique, c'est que déjà, c'est multifactoriel, ça dépend de plein de choses, les industries, les transports, tout ça. Et puis, il n'y a pas une date précise, c'est pas à partir de la semaine prochaine que tout d'un coup, les températures vont monter de 4 degrés et que tout d'un... Bon, non, ça passe pas comme ça, c'est très lent. Donc c'est un peu difficile de dire aux gens, maintenant on y va. L'avantage du Covid, c'est que c'est une épidémie, donc il y a une cause, c'est le virus, hein, c'est clair, et puis il se diffuse, on l'a vu, et ça change tout de suite la donne. Alors, on a, à mon avis, exagéré, on a fait des confinements dont on aurait pu se passer, évidemment, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y a une réponse mondiale, il y a eu une dramatisation mondiale à propos du Covid. Et donc là, tout de suite, ça permet de mettre la pression sur les gens, vous voyez. Et puis avec les confinements, on les fait rentrer dans ce qu'en psychologie, on appelle un effet tunnel, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils sortent plus, ils vont plus au cinéma, ils vont plus au théâtre, ils rencontrent plus des gens au restaurant, ils sont chez eux devant leur série télé, ils ne bougent plus. Et mentalement, c'est extrêmement nocif, quoi. Et donc ensuite, justement, l'idée de ne pas revenir au monde d'avant, c'est qu'après, on va leur vendre le réchauffement climatique. Et là, il y a des phrases dans le livre de Klaus Schwab où il dit, mais non, mais attention, le réchauffement climatique, ça va être encore pire que le Covid, hein, si on ne traite pas ce problème. Avec l'augmentation des températures et l'augmentation des ouragans, de toutes les catastrophes naturelles, ça va être pire. Donc dès qu'on aura fini avec le Covid, il faut tout de suite se jeter à corps perdu dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est confirmé parce qu'on entend... je prendrais par exemple une déclaration qui n'a pas été très commentée d'ailleurs, mais d'Emmanuel Macron, qu'il a publié sur son compte Twitter. Il a dit à 2 reprises, il a dit qu'il fallait diminuer d'ici 2030 de 55% les émissions de CO2 de la France, donc diviser par 2 les émissions de CO2 d'ici 2030, c'est-à-dire avec les technologies actuelles. Il leur dit 2050, bon, on peut se dire, on trouvera d'autres choses, il y aura peut-être la fusion thermonucléaire, machin, bon. Non, 2030, c'est avec les technologies actuelles. Diviser par 2 les émissions de CO2, ça conduit à un effondrement de l'économie. C'est quasiment un Covid tous les ans pendant 10 ans, quoi. C'est véritablement catastrophique. Un Covid et un confinement. Voilà, c'est quelque chose de catastrophique pour l'économie, quoi. Et en plus, il veut diminuer le nucléaire, quoi. Je vous entendais, ce qu'il a fait. Je vous entendais, Philippe Herrlin, comparer les écologistes au fascisme du XXe siècle. Vous n'allez pas un peu trop loin là-dessus? Non, parce qu'en fait, si on prend du recul, on assiste à quoi, en fait? On assiste à un combat, alors on pourrait dire entre le bien et le mal, mais je dirais plus précisément un combat entre ceux qui défendent les libertés et ceux qui défendent l'étatisation, le pouvoir, quoi. Voilà. Le contrôle, en tout cas. Parce qu'on a un peu tendance à projeter sur les autres. Nous, on défend les libertés. Ici, on est à TV Liberté. Bon, on aime les libertés. Voilà. Et puis, on sait que c'est les libertés qui ont permis à nos civilisations de produire tant de bienfaits au niveau artistique, culturel, intellectuel, scientifique, le décollage économique de l'Occident. C'est ça, c'est les libertés qui ont été apportées par nos civilisations. Et on a tendance à considérer que tout le monde est d'accord avec ça. Mais en fait, non. Il y a toujours eu, au sein de l'Occident, il y a toujours eu des gens qui étaient pour le contrôle des gens, pour l'étatisation,
Il y a philosophe Hegel qui a défendu l'État, voilà, comme le principe supérieur. Et puis, au XXe siècle, début du XXe siècle, il y a eu le système totalitaire, le communisme, le nazisme, les différents systèmes fascistes. Donc, il y a des gens qui ne défendent pas la liberté. Il y a des gens qui veulent mettre la main sur les gens, qui veulent contrôler les gens, qui pensent qu'ils savent mieux ce qui sera bon pour les gens plutôt que de les laisser décider. Voilà. Et voilà. Alors, ça s'est manifesté au début du XXe siècle par des systèmes brutaux qui changeaient du tout au tout, qui faisaient des promesses, la société sans classe, vous allez voir, ce sera le bonheur pour tout le monde. Mais il faut immédiatement qu'on supprime la propriété privée, on nationalise tout. La prise au tas des richesses. Voilà, on prend toutes les richesses, on redistribue, voilà, la soviet et l'électricité, et puis tout va aller bien pour le peuple. Bon, voilà. Alors, maintenant, ça ne marche plus, parce que c'était tellement brutal et ça a fait tellement de millions de morts que ce type de discours ne fonctionne plus. Alors maintenant, on y va de façon subreptice. Justement, pour moi, tout le discours écologique actuel, le discours sur le réchauffement climatique, le discours où on veut contrôler la société, eh bien, c'est le même type de discours, mais qui arrive de façon plus souriante, avec les petits oiseaux, avec le côté écolo, le côté environnement. Encore on entend plusieurs députés La République En Marche ces derniers temps qui parlent d'étatisation du domaine immobilier français, c'est-à-dire rendre les propriétaires français des locataires. Oui, en fait, ils ne payent pas de loyer. Voilà. Il y a régulièrement des tentatives. Alors, pour l'immobilier, c'est important, parce que l'immobilier, c'est vraiment l'acte de propriété pour beaucoup de gens. Alors, donc, il y a des tentatives pour priver, limiter ce droit de propriété, voilà. Mais voilà. Mais en tout, ce que ça montre aussi, c'est que Emmanuel Macron, que certains présentent comme un président libéral, non, c'est un président socialiste qui applique un agenda socialiste et étatiste. Voilà, c'est pour ça qu'il s'inscrit parfaitement dans tout ce discours sur les Great Reset, où il est très heureux d'intervenir au forum de Davos qui avait lieu la semaine dernière en format vidéo, face à Klaus Schwab. Et qui défend mordicus, justement, comme je disais, la diminution des émissions de CO2, alors qu'on n'a aucune preuve que ça influe la température. Mais bon, voilà. Lui, il s'inscrit dans un agenda étatiste, socialiste, une étatisation de l'économie. Et c'est pour ça que moi, en lisant ce livre, Le Great Reset, j'ai été effrayé, quoi. Voilà. Alors, on va peut-être faire une première pause, Olivier. Philippe Erlin, on se retrouve donc dans un instant. Alors, Philippe Erlin, à lire M. Schwab, on voit qu'il rend un hymne au progrès, à la technologie. Bon, la technologie est assez bien fait, le progrès est assez bien fait, bien entendu. Mais on a l'impression qu'il commet une vieille erreur méthodologique, philosophique, de confondre la fin et les moyens. Parce que la technologie n'a jamais été que dans l'ordre des moyens, et non pas des fins. Et la finalité de l'homme, c'est son épanouissement personnel, sa liberté, comme vous le disiez. Par conséquent, là aussi, on est vraiment dans le contexte d'un contresens sur la technologie. Il ne s'agit pas de la refuser, nous ne sommes pas des obscurantistes, dites-vous, ou dites-vous souvent, ou disent les opposants, mais malgré tout, on ne peut pas non plus être aliéné par... Non, parce que la technologie, c'est aussi... ce que propose la Chine, avec le crédit social, où là, tout le monde est reconnu dans la rue facialement, et puis si on traverse la route en dehors des clous, on perd des points, et si on perd, ou si on fait des choses un peu plus graves, excès de vitesse ou autre, on perd des points, et puis au bout d'un certain nombre de points perdus, on ne peut plus voyager à l'étranger, enfin, on ne peut plus faire un emprunt à la banque, enfin, ça devient... Donc ça, ce emprunt modèle, à la banque ou alors, vous avez, comme on l'a dit avec Pierre Giovanni, sur votre carte de crédit, on vous annonce que vos dépenses doivent s'arrêter parce que vous avez atteint votre quotient de production carbone. Voilà. Et on vient d'une société de plus en plus dirigée grâce à la technologie. Et c'est là où on voit le danger de la technologie. Donc, il faut poser par principe la défense de la démocratie, des libertés. Et ensuite, la liberté complète pour la technologie, évidemment, mais c'est d'abord la liberté humaine qui compte, quoi. Voilà, parce que si c'est aller vers le modèle chinois, c'est pas souhaitable. Malheureusement, c'est un peu ce qui est dit en filigrane dans le livre de Klaus Schwab. C'est-à-dire que les modèles chinois et américains se rapprochent. C'est-à-dire la Chine, on vient de Mao, où on avait un système communiste pur et dur, et puis là, on allait vers le capitalisme, mais enfin, une certaine forme de capitalisme, parce que c'est le capitalisme pour ceux qui ont le droit, pour ceux qui sont proches du pouvoir. Et on a vu avec Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui est la plus belle réussite économique de la Chine, qui est en plus cotée à Wall Street, etc. Bon.
Il a osé, alors même pas critiquer le Parti communiste, Non, il a critiqué les banques. Il a critiqué le système bancaire. On va se dire, c'est quand même pas grand-chose. Du jour au lendemain, il a disparu. Sa société qui devait être introduite en bourse de Shanghai 2 jours plus tard, ça a été annulé. Et puis 2 mois plus tard, il est réapparu dans une vidéo pour nous montrer qu'il n'était pas mort ou il suicidé. Pas au Laogai. Mais bon, enfin, on voit. Et donc, on a un système, c'est ce qu'on appelle le socialisme de marché à la chinoise, c'est-à-dire on permet le capitalisme, mais il ne faut pas que les capitalistes remettent en cause le système. Et puis, d'un autre côté, on a le modèle américain qui était un modèle capitaliste, vraiment capitaliste dans les années avant-guerre, et puis après 70, et sous Reagan aussi. Et puis qui dérive vers ce qu'on appelle du capitalisme de connivence, ouais. C'est-à-dire les grandes entreprises qui se rapprochent de l'État. Et là, on l'a vu de façon vraiment flagrante avec l'élection américaine, où les GAFA ont supprimé le compte Twitter de Trump et se sont rapprochés. La campagne de Biden, ouais. Et appuyé la campagne de Biden. On savait que Google favorisait dans ses recherches, etc. Enfin, tous les forums, YouTube supprimait des vidéos, Twitter supprimait des comptes, etc. de républicains ou de gens qui critiquaient un peu trop fortement les démocrates, ou ceux qui disaient qu'il y avait de la fraude. Simplement, les vidéos YouTube ont été supprimées dès qu'on dit qu'il y a de la fraude aux États-Unis. Bon, voilà. Donc, les grosses entreprises se rapprochent de l'État. Et donc là, on voit que les 2 modèles sont en train de converger. Et ça, c'est quand même extrêmement inquiétant, quoi. Voilà. Et justement, sur ce contrôle des technologies, il sera également question d'un contrôle de la monnaie, puisqu'on voit, je voyais la dernière fois un chiffre, moins 40% en France de retrait aux banques. Donc il y a ce mouvement de disparition donc des monnaies fiduciaires. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle qui sera affecté aux banques centrales en Europe de cette Banque centrale européenne dirigée par Christine Lagarde? Et c'est-à-dire qu'il y a une volonté de supprimer l'argent liquide, le cash, pour pouvoir tracer les dépenses de tout le monde. Oui. Parce que ça ferait trop plaisir à l'État et ça fait trop plaisir au fisc, qui pourrait tout contrôler. Et le Covid, là, pour le coup, c'est une occasion de faire avancer cette idée, parce que maintenant, tout le monde paye sans contact, parce que sinon, on peut transmettre la maladie. Donc, évidemment, on va tout de suite arrêter. Voilà. Et voilà, cet agenda-là avance aussi, et ça fait partie de ce contrôle social. Bon, moi, j'utilise très peu le cash, mais si on me l'interdisait, je ressentirais ça comme une privation de liberté. Alors, il y a des populations qui vont souffrir de ça. C'est tous les indépendants, la restauration, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail au black, mais il faut savoir pourquoi. C'est parce qu'il y a trop d'impôts en France. Mais voilà. Donc on va pas jeter la pierre aux gens qui font un peu de black comme ça. Voilà. Donc c'est aussi parce qu'il y a trop d'impôts. Donc avec les monnaies numériques, avec l'euro numérique, on pourra plus le faire. Même si la solution, ça peut être le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. C'est une monnaie concurrentielle. Mais même ça, ils peuvent contrôler, parce que pour créer un compte, etc. Oui, mais malgré tout, peuvent contrôler. Donc, la monnaie prévue par Mme Lagarde serait une monnaie officielle, une monnaie publique, monopolistique, de type numérique, qui servirait en plus à payer le revenu de base universel, éventuellement. Oui, il y a aussi cette idée-là, parce que là, on y est un peu... L'idée du revenu de base aussi, c'est une façon de faire l'aumône aux gens pour pas qu'ils se révoltent. En disant, vous ne mourrez pas de faim. Bon, votre vie n'est pas terrible, mais au moins, vous ne mourrez pas de faim, donc tenez-vous tranquille. Et c'est ça, le revenu universel. C'est pour ça que moi, je suis vraiment contre. Oui. Il faut avoir une société dans laquelle chaque individu puisse travailler et gagner sa vie. Voilà, plutôt que de penser à un revenu universel qui va peser sur les dépenses de ceux qui travaillent et qui va mettre les gens qu'il touche dans une sorte de trappe à pauvreté. Parce que si on touche un revenu, même s'il n'est pas terrible, en faisant un peu de blague, on peut améliorer l'ordinaire. Par contre, si on trouve un vrai travail, on perd tout ça d'un coup pour un gain qui serait limité, en fait. Donc, on décourage les gens de trouver du travail. Donc ça, c'est vraiment très mauvais. Mais ça fait partie de ces sociétés où des masses de gens sont contrôlés et dépendent de l'État. Parce que quand on dépend de l'État avec un revenu universel, on vote pour des gens qui font de la dépense publique et défendent la place de l'État et ont un discours inclusif, étatiste et socialiste. Vous évidemment. énoncez la théorie d'un prix Nobel américain qui est la théorie des choix publics. Voilà. Qui est très connue. Enfin, et vous évoquiez tout à l'heure... C'est James Buchanan. Philippe Erlin, cet esprit révolutionnaire de cette grande réinitialisation, cet esprit, cette volonté de faire table rase du passé. Je cite Klaus Schwab, « Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est
jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. On voit d'ailleurs, on a pu le voir sur le site du Forum économique mondial, une photo avec un jeune homme, le sourire aux lèvres, avec cette inscription en anglais « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Oui, il y a une volonté de changer de société oui, qui est tout à fait marquée, qui est tout à fait dangereux, mais que les gens ne perçoivent pas parce que tout ça est enrobé avec un discours écologique et puis une société inclusive. Voilà, ça, c'est les mots magiques voilà, qui fonctionnent bien. Voilà, donc, Mais toutes ces évocations, celles de Pierre, me font penser au communisme, au proto-communisme. Oui, il y avait aussi ça. Non pas le communisme stalinien, mais tout ce qu'il y a avant. Tout ce qu'il y a avant. Où il y avait très peu de propriété privée. Exactement. Qui a été énoncé, très bien analysé. Des Français, des penseurs français. Oui, bien sûr. Français. Chez Fourier, chez les communistes, les marxistes, enfin les Babeuf, exactement. Et qu'on trouve aussi dans l'Utopia de Thomas More. Il faut que chacun ait la clarté absolue sur ses propres ressources et ses stocks alimentaires, qu'on puisse accéder, dans l'Utopia de Thomas More, au stock de son voisin. On retrouve le thème de la prise au tas des richesses de Lénine, mais nous sommes là dans l'utopie communiste qu'on trouve à travers les sociétés, par exemple, au moment des grandes révoltes en Allemagne, au moment de la réforme protestante, la guerre des paysans, la ville de Münster qui devient une société communiste. Il y a de ça. Mais je crois que ça touche aussi une corde sensible pour chacun d'entre nous. Enfin, le fait de ne plus avoir de soucis de l'avenir, le fait d'être certain d'avoir à manger, d'avoir un toit, on se dit finalement, est-ce qu'à certains moments, on n'y a pas un peu pensé, ou des gens dans des situations psychologiquement un peu difficiles, est-ce qu'ils ne peuvent pas justement tomber là-dedans pour se dire, débarrassons-nous de tous ces soucis, parce que la liberté, ça a un coût aussi. Bien sûr, la liberté, il y a la responsabilité, on fait des choses, on peut être en situation d'échec, et on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Donc c'est la liberté, l'exercice de la liberté, c'est pas toujours sympa. On voit les fruits de la liberté artistique, culturelle, scientifique, c'est très bien, mais il y a combien d'artistes qui ont échoué, il y a combien de scientifiques qui n'ont rien trouvé, et ce sont des épreuves qui ne sont pas forcément faciles à supporter, et le fait d'avoir un discours comme ça, une petite musique qui vous dit, mais un peu moins de stress, il y aura moins de grandes espérances, mais au moins vous mangerez tous les jours, vous aurez un toit. Bon, c'est un discours qui peut porter chez beaucoup de gens, surtout en période de crise, comme on le dit aujourd'hui. Pensez à Tocqueville. Tocqueville, au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense et tutélaire. Que ne peut-il leur ôter le souci de vivre et la peine de penser. Sur cette liberté de choix, justement, Philippe Herrlin, je cite encore Klaus Schwab, « Nous n'avons pas d'autre choix que de faire tout notre possible pour accomplir cette grande réinitialisation. » Et moi, ça me faisait penser à cette déclaration du président Sarkozy en janvier 2009. « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer. » Est-ce que ce nouvel ordre mondial, c'est l'ancienne version du Grand Reset? Est-ce que c'est la même idéologie? Ça, je ne sais pas, mais disons que tous ceux qui promettent un futur parfait et obligatoire, tout de suite, moi j'ai un mouvement de recul, parce que ce genre d'utopie, ça s'est toujours mal terminé dans l'histoire. Il faut que chacun puisse choisir comment il entend gouverner sa vie, et personne ne doit nous dire que l'avenir est là et pas ailleurs. Et vous devez marcher en rang serré, non ça, non. Voilà. Mais la question de Pierre me semble très intéressante, parce qu'en réalité, au moment où on parle de la grande réinitialisation, qui est la refondation, la fondation d'un nouvel ordre économique et social, en revanche, le nouvel ordre géopolitique international, qui avait été mis en place vers les années 90, est en train de craquer de toutes parts. Et il s'inscrit un petit peu en contradiction avec, alors bien sûr, M. Biden, c'est le nouvel ordre géopolitique international qui revient. Mais on voit, par exemple, à l'Est, on voit se lever les îles libéraux, les régimes illibéraux, on voit la Chine pour ce qu'elle est, une dictature, la Russie qui échappe aussi à cette logique. Je crois que là, Pierre, vous avez posé une bonne question, parce que... Merci, Olivier. L'ordre, me semble-t-il, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais je pense que le nouvel ordre international
lui, avait déjà essayé, au fond, une grande réinitialisation, et on voit bien qu'il n'y parvient pas. Oui, parce que ça restait un peu au niveau du discours. Là, Oui, il y a des choses très concrètes. Il y a un virus, oui, il y a un c'est ça. confinement, il y a un confinement obligatoire. Il y a des masques obligatoires à l'extérieur. Enfin, voilà, il y a tout un tas. Voilà, donc on peut plus s'échapper. Avant, c'était un peu des mots, quoi. Voilà, ça restait au niveau de la géopolitique, justement. Là, on rentre, ça touche notre quotidien. Et c'est d'autant plus efficace et d'autant plus dangereux, quoi. C'est que pour s'en sortir, c'est plus compliqué. Voilà, les confinements. Les confinements, moi je considère que les confinements n'étaient pas justifiés compte tenu du très faible impact de la maladie en termes de mortalité. Oui, 0,5% de létalité pour le Covid. Voilà. Par exemple, la peste, c'était 80%. Voilà. Et puis si on prend je me base sur Santé publique France, hein, les moins de 65 ans sans comorbidité représentent 2% des décès seulement. Donc c'est un chiffre complètement marginal. Et c'est pour ça que les confinements, d'ailleurs, Klaus Schwab, dans son livre, dit que les confinements, c'est très important, ça aura évité des millions de morts. Et il reprend les chiffres de l'université anglaise, l'Imperial College, qui a sorti des chiffres complètement délirants, parce qu'il nous disait qu'en France, il y aurait 500 000 morts si on ne confinait pas en mars-avril. Bon, c'est complètement délirant. Mais on voit qu'il veut faire du confinement, parce que le confinement, ça permet aussi, ça c'est une chose que j'ai découvert dans le livre, ça permet aussi, et lui, il le dit, alors, il dit pas que c'est quelque chose qu'il défend à titre personnel, mais dans son livre, il parle jamais à la première personne, mais on voit la logique qui est développée. Les confinements, ça permet de tuer les petits, les indépendants, les restaurants. Parce que les petits, les indépendants, ce sont des gens qu'on ne peut pas contrôler. Quand quelqu'un tient un restaurant et dépend uniquement de ses clients, l'État n'a aucun pouvoir sur lui. Alors que quand il devient salarié d'une chaîne de restauration et que c'est une grosse chaîne de restauration, elle a des intérêts liés à l'État, ne serait-ce que par sa taille, de toute façon, et puis sinon elle a des marchés avec, et le salarié il est obligé de tenir compte de l'État, et donc il change de nature, voilà, et il devient défenseur de l'État, voilà. Et c'est ça qui est très dangereux, et c'est ça qui se passe, et c'est pour ça que moi je dis que les confinements n'ont pas été mis en place pour lutter contre la maladie, les confinements ont été mis en place pour mettre en place cette destruction des indépendants, pour favoriser les grosses sociétés. Et donc, on est en plein dans le capitalisme de connivence. Mais quel est l'intérêt, Philippe Herrlin, pour un État de tuer son tissu économique, sachant que la fonction publique a quand même besoin de recettes pour vivre. Donc, en fait, à part le fait d'avoir des citoyens à la botte, c'est quoi l'intérêt d'avoir des citoyens qui ne travaillent plus? Parce que même Klaus Schwab le dit, ce revenu universel sera réservé, je le cite, à ceux pour qui il n'y aura plus de travail. Non, mais la question que vous me posez, vous partez du principe que ceux qui nous gouvernent sont animés par les mêmes idéaux que nous, c'est-à-dire la défense de la liberté, la prospérité. Moi, je dis non, ce sont des socialistes, ce sont des étatistes. Donc, c'est leur objectif de détruire les privés. Et ça, une balle dans le pied. Non, parce que de l'argent, ils en ont par ailleurs. La BCE, elle fait tourner la planche à billets, donc c'est pas un problème. Et puis, il faut savoir que cette lutte contre les indépendants, ça date pas de maintenant, c'est quelque chose d'ancien, notamment en France. Hein. Et d'ailleurs, même un peu sous De Gaulle, d'ailleurs, le poujadisme est né à ce moment-là. Avant De Gaulle, le poujadisme, c'était... Voilà, alors oui, c'est même avant, c'est avant De Gaulle. Sous voilà. la quatrième. C'est avant De Gaulle, voilà. Donc c'est le poujadisme. Et puis, le RSI, qui était un système tellement dysfonctionnel qu'on en vient même presque à se demander si ça n'avait pas été fait exprès pour éliminer des quantités d'indépendants. Et la proportion des indépendants de la population active en France ne fait que baisser. Et ça, je suis convaincu que c'est un objectif. Les éliminer économiquement, mais aussi physiquement, on a vu des suicides parmi les gens qui étaient inscrits. Il y a aussi ça, mais l'objectif, c'est de les éliminer économiquement pour qu'ils basculent vers le salariat, parce que un salarié, il dépend de son employeur, donc déjà, quand il discute avec ses collègues devant la machine à café, il ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Voilà, politiquement, machin, il ne peut pas dire tout ce qu'il pense. Alors qu'un patron, il parle avec ses clients, il peut dire tout ce qu'il pense. Quand on est au bistrot et qu'on discute avec des gens, on peut dire ce qu'on pense, parce que personne n'est là pour nous surveiller. Et le mec qui tient son bistrot, qui est propriétaire de son bistrot, personne peut venir l'embêter. Voilà. Et ça, c'est des endroits de liberté qui sont en train de disparaître. Alors les bistrots, ça fait longtemps que ça disparaît, ça n'est pas du Grec 13, ça n'est pas du confinement. Mais je dis qu'il y a une volonté de détruire les structures indépendantes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas contrôlables, pour mettre en place des grosses sociétés, un secteur public pléthorique, de façon et du revenu universel pour ceux qui ne sont pas employables, ceux qui sont au chômage. Et comme ça, on contrôle la population. Et ça, c'est un système étatiste, socialiste, que je dénonce vigoureusement et qu'il faut dénoncer parce que ça remet en cause nos libertés et ce qui fait la valeur de nos civilisations.
Si vous regardez la filmographie des années 50-60, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas un seul film de Gabin, et bien d'autres, et même de Belmondo, pour les années 70, où il n'y a pas un bar, un café. Ouais. C'est vraiment la figure emblématique de ces années où il y avait quand même la liberté. Mais je voudrais aller plus loin. Vous parliez de socialisme et d'étatisme. Et vous avez évoqué le problème du quantitative easing, c'est-à-dire la fourniture de liquidités par le rachat d'actifs par la BCE auprès des banques commerciales. Vous savez que la Banque du Japon fait la même chose et la Fed fait la même chose. Or, la Fed maintenant, la Banque du Japon possède près de 45% des actions du Nikkei, à cause ou grâce au quantitative easing. Là aussi, c'est une forme d'étatisation et de socialisation. Oui, tout à fait. Oui. De toute façon, le fait que l'État ait l'assurance de financer son déficit, c'est une forme d'étatisation parce que ça lui permet de distribuer plein d'argent, de satisfaire plein de clientèle électorale, en n'ayant jamais la contrainte de devoir trouver de l'argent. Voilà, même parce qu'avec la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, on a une explosion de la planche à billets qui est complètement incroyable. Quoi, la dette de la France est passée de 100% du PIB à 120% en l'espace d'un an. Bon, voilà, ce sont des chiffres affolants, mais le Japon est encore nettement au-dessus, donc on peut dire que ça peut encore continuer plusieurs années comme ça. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, la valeur de la monnaie va se détruire elle-même. Quoi. Oui, c'est de la destruction de monnaie. Et de la destruction d'épargne aussi. Destruction de l'épargne. Déjà, l'épargne ne rapporte plus rien aujourd'hui, donc on décourage l'épargne, on force la consommation, voilà. Mais voilà, donc on est dans un système... La planche à billets des banques centrales participe de cette étatisation de l'économie, quoi, parce que l'État n'a plus de force de rappel. Voilà. Et il peut dépenser sans compter. La forme symbolique de ce qui nous arrive aujourd'hui, aussi bien ce dont vous parlez, la grande réinitialisation que la fourniture des liquidités ad libitum, c'est un mythe faustien. C'est Faust. C'est Méphisto qui dit à Faust, mais tu vois, tous les trésors de la terre sont pour toi, et je suppléerai à tous les manques en fournissant l'abondance monétaire indéfiniment. Un monde meilleur, plus respectueux de Mère Nature. Cette référence aussi à la déesse nature, Gaïa. Gaïa. Alors, oui, c'est-à-dire ça, c'est... là, quand on parlait de discours messianique et religieux, c'est ça, parce que c'est... à aucun moment on parle de Dieu, évidemment, dans ce livre, mais on parle de Gaïa. Alors pourquoi pas la Terre, notre planète? Non, c'est Gaïa, le terme. Donc Gaïa, c'est un terme qui a une notion religieuse, quoi, bien sûr, mystique, mythologique, spirituelle. Voilà. Donc, et donc ça participe de cet écologisme qui est de l'ordre de l'idéologie, parce que l'écologie normale, on est tous pour lutter contre la pollution, évidemment. Il faut voilà. Mais c'est pas de ça dont on parle dans l'écologie. C'est le changement climatique, c'est Gaïa, la mère nature, voilà. Il y a une contradiction dans son discours, parce qu'il ne cesse de dire qu'il veut remettre l'homme au centre, l'humain, etc., etc. Sauf qu'à partir du moment où il met la Terre au centre, l'homme n'est plus au centre. Et toute la philosophie occidentale, toute la culture occidentale est basée non pas sur la Terre comme centre, je ne parle pas en termes astrophysiques, bien sûr, mais sur l'homme comme centre de la création, et non pas la création comme primat. Et là, c'est un discours que les écologistes défendent. L'Occident, oui. C'est la négation de la culture occidentale. Il y a d'ailleurs une phrase célèbre qu'il faudrait débunker, comme on dit. C'est une phrase d'un économiste écologiste qui dit « Il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde fini, et il n'y a que les imbéciles ou les économistes qui peuvent dire une chose pareille. » Cette assertion, elle paraît juste au premier abord. On se dit « Il ne peut pas y avoir une croissance infinie dans un monde fini. » Bah oui, mais en fait, non. Les limites de la croissance, c'est nos capacités intellectuelles, parce que le monde n'est pas fini. Les combinaisons qu'on peut faire entre les différents éléments de matière et différentes molécules, elles sont infinies. On n'en a exploré qu'une toute petite partie. Quand on voit les progrès scientifiques qu'a fait l'humanité sur les 2 ou 3 derniers siècles, c'est époustouflant.
Et il y a encore plein de découvertes à faire. Donc la combinaison des éléments, elle est quasiment infinie. Et puis ensuite, on pourra aller sur Mars ou sur des astéroïdes pour trouver des matières premières. Donc cette idée de dire que quand il y a des ressources finies, la croissance, automatiquement, elle doit être finie. Et que donc, il faut vivre pauvrement, il faut enclencher la décroissance. Ça, Chubb le recommande. Et puis, il faut faire des éoliennes parce qu'il y aura plus, parce que c'est la seule énergie qu'on pourra avoir. Ça, c'est un discours qui est vraiment faux. Il faut dire que la croissance, elle est potentiellement infinie tant que l'intelligence humaine peut continuer de s'exercer. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la liberté. Absolument. Mais au fond, c'est Pardon, Pierre, vas-y. Mais les ressources naturelles, Philippe Erlin, elles sont quand même épuisables. Ah, bien sûr. Non, mais le pétrole, on sait que c'est des ressources épuisables, mais à chaque fois, l'homme a trouvé d'autres énergies, d'autres. Là, on est en train de réfléchir. Il y a plusieurs laboratoires dans le monde sur la fusion thermonucléaire. Alors, peut-être qu'on n'arrivera jamais à la maîtriser, mais si on arrive à la maîtriser, il n'y a quasiment plus de problème d'énergie, parce que c'est une énergie inépuisable, c'est l'énergie des étoiles. Et plus de problème de recyclage des déchets, non? Il n'y a même plus les déchets, il n'y a même plus le problème des déchets, donc c'est voilà. Et puis il y a d'autres découvertes qu'on pourra faire. Donc où là, la question de la limitation des ressources se poursuit. Maintenant, c'est vrai que la quantité de pétrole sur Terre, apparemment, elle est limitée par définition. Voilà. N'a pas renoncé à cette recherche. Il est pour... c'est un centre international qui a été construit à l'époque de Chirac, qui fait partie de ses rares bonnes décisions, mais il faut quand même le signaler. Oui. Et c'est un centre international, donc le président actuel n'a pas autorité pour l'arrêter. Donc, mais ceci dit, je trouve qu'il en parle très peu. Il en fait très peu... parce que... Il en parle très peu, alors que c'est quand même quelque chose dont on doit être fier et dont il faut espérer que ça marche. Voilà. Alors, nous allons devoir conclure, mais je vous donne une petite anecdote. Lorsque je commence à enseigner à mes étudiants, je reçois de la BNP un guide de l'énergie. Nous sommes dans les années 70. Messieurs, vous étiez... Enfin, vous étiez nés, mais vous n'étiez pas nés. Bon, Pierre. Bref, je reçois un guide de la BNP, guide de l'énergie. Et dans ce guide de l'énergie... sérieux, avec des statistiques de l'INSEE, etc. On m'annonce, on est en 71-72, qu'en 90, il n'y a plus une goutte de pétrole à la surface de la Terre. Enfin, pas à la surface d'ailleurs, en sous-sol. Bon. Le guide est édité, il est sérieux, la banque est sérieuse, que je sache. Bon. Non, mais on était à l'époque, il y avait le Club de Rome qui avait sorti son fameux rapport sur l'épuisement des ressources. Et fin des années 80, il ne devait pratiquement plus rien rester, quoi. Bon, on voit qu'on a découvert. Alors, les découvertes permettent d'augmenter l'espérance d'avoir des stocks. Pour le charbon, le gaz et le pétrole, on a peut-être au moins un siècle ou deux, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, ceci dit, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça va s'arrêter, c'est évident, quoi. Donc, mais ça nous laisse le temps de trouver d'autres sources d'énergie. Donc il faut toujours avoir confiance dans le génie humain, plutôt que d'avoir un point de vue malthusien, un point de vue de perdant, où on va être contraint, donc il faut se limiter, il faut aller vers la décroissance. C'est vraiment un discours apocalyptique et psychologiquement assez effrayant, quoi. Voilà, non, il faut garder l'espoir, de l'optimisme et défendre la liberté. Ça, c'est une des modalités de la décadence de l'esprit européen. Ouais. C'est qu'on ne croit plus aux valeurs qui nous ont fondés. Voilà. Ouais. On entame la troisième partie, alors on va faire une pause. Déjà de retour avec notre invité Philippe Erlin et Olivier. On est en train un petit peu de dessiner le cadre de ce projet de la grande réinitialisation promis par Klaus Schwab. On a l'impression que tout ça est un petit peu délirant, donc au final, est-ce que c'est vraiment réalisable concrètement ? Oui, parce que c'est déjà en train d'être réalisé. Mais donc, la finalité, est-ce qu'on va basculer dans ce... On est en train de construire des éoliennes partout en France. C'est une réalité, malheureusement, des éoliennes offshore aussi, qui coûtent encore plus cher pour emporter encore moins. Mais bon, en fait, on est en train de défigurer les paysages. Qui nous entraînera définitivement... Il n'y a pas forcément... Non, parce que comme c'est les phénomènes complexes, on ne peut pas dire à partir de telle date, on bascule, on ne peut pas revenir. Mais il se trouve, malheureusement, qu'on y va. Enfin, quand je dis on, c'est en fait uniquement l'Europe, parce que la Chine, ils s'en fichent complètement du réchauffement climatique. Enfin, si... Ils disent que c'est important parce qu'ils nous vendent des éoliennes et surtout des panneaux solaires. Donc là, quand il s'agit de ça, ils nous disent oui, bravo, vous avez raison de lutter, mais il faut savoir que dans l'accord de Paris, la Chine a obtenu la possibilité de continuer à émettre du CO2 jusqu'en 2030
et ensuite de vaguement s'engager à stabiliser. Donc eux, ils construisent des centrales à charbon, il n'y a aucun problème. Ils en construisent en Afrique, parce que aussi un truc qu'il faut voir, c'est que les écologistes font en sorte que les banques européennes ne financent plus des centrales thermiques dans les pays en voie de développement. Donc c'est la Chine qui récupère le marché, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et en Afrique du Sud, il y a du charbon. Voilà. Donc les pays émergents ne s'en soucient pas trop. Enfin, comme vaguement les accords de Paris leur ont promis des subventions, formellement ils disent qu'ils s'en soucient parce que ça leur permet de récupérer de l'argent. Mais chez eux, ils n'en font rien. La Chine et l'Asie n'en font rien. Alors, les États-Unis sous Trump, ils s'étaient sortis de l'accord de Paris dès qu'ils étaient sortis. Ils sont rentrés. Là, ils y rentrent avec Biden. Donc, en fait, on a Biden maintenant et l'Europe qui sont à fond dans cette voie-là. Voilà. Mais en fait, on est les seuls, quoi. Le problème, c'est qu'on est les pays les plus riches, mais qu'on risque vite de s'appauvrir avec ça et de se faire dépasser par l'Asie et d'autres pays, quoi. Et voilà. Vous voyez vraiment... Mais malheureusement, on en prend... Enfin, je constate... On en prend le chemin, le livre de Klaus Schwab est une façon de formuler ça et encore de l'accélérer, et je dirais justement de s'appuyer sur la crise du Covid pour bloquer les choses et faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir comme avant et redonner plus d'urgence, parce que Greta a pas si bien réussi que ça, parce qu'elle n'a pas réussi à convaincre. Donc là, le Covid et tout ce discours de grande récidilisation, ça permet de faire ce qu'un peu Greta Thunberg a échoué, c'est-à-dire de basculer dans cette lutte contre le réchauffement climatique et donc un discours écologique qui va envers tous les aspects de notre vie, quoi. Voilà. Et sur les États-Unis, vous croyez vraiment que Biden va réussir à imposer la réduction de l'exploitation pétrolière, du gaz de schiste? Malheureusement, mais c'était aussi la politique d'Obama avant. Je ne suis pas sûr qu'ils y réussissent. Et là, il est en train de prendre le contre-pied de ce qu'a fait Trump. Alors, sur les territoires fédéraux, il va pouvoir empêcher l'extraction. Oui. Mais sur les territoires... Il y a plusieurs États qui évidemment, dépendent des ressources pétrolières, des gaz de schiste, qui veulent s'y opposer. Mais alors, c'est un État fédéral, donc les États ont plus de marge de manœuvre que les régions en France, évidemment, ou même les Länder en Allemagne, d'ailleurs. Donc, ça va peut-être un peu ralentir. Mais ceci dit, Biden a une politique qui est très écologique, malheureusement, quoi. Voilà, mais qui correspond bien au niveau discours des démocrates, qui est de plus en plus socialiste et étatiste, quoi. Voilà, donc ça permet de le Greta n'a pas réussi son coup, comme vous disiez à l'instant, Philippe Erlin. Néanmoins, l'auteur, donc Schwab, compte sur les activistes, dit-il, pour réussir la transition. Il fait d'ailleurs une éloge de cette mouvance Black Lives Matter aux États-Unis, également des LGBT. On a pu voir ces dernières semaines la nomination aux États-Unis par Biden d'un ministre, enfin d'un secrétaire d'État adjoint à la santé transgenre. Mais ça, c'est une chose qui m'a choqué dans le livre de Klaus Schwab, cette valorisation des activistes. Alors, il n'utilise pas le terme d'antifa, parce que c'est un peu trop marqué, mais les activistes, et il dit, voilà, l'activiste des jeunes, c'est formidable, et il cite le cas de la mort de George Floyd, qui a été l'étincelle qui a allumé le feu des troubles sociaux, mais qui a mis à nu les inégalités raciales. Enfin, c'est un discours qui est complètement dans la lignée de Black Lives Matter, et du Parti démocrate, de la gauche du Parti démocrate américain, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est que cette transition, elle va se faire, et si vous n'êtes pas d'accord pour la faire, il y aura des troubles sociaux, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire, comme Black Lives Matter, qui a mis le feu dans plein de villes aux États-Unis, juste avant la période électorale, pour un peu faire peur, pour dire, si Trump repasse, on fout le feu partout, voilà. Donc, et ce type de menace qui est en fait très comparable à ce que faisaient les SA en Allemagne avant 1933, hein, qui provoquaient des agressions, des troubles pour créer un climat de peur. Et puis ensuite, quand les nazis Hitler a pris le pouvoir, il a éliminé les SA d'ailleurs, hein, parce qu'il n'en avait plus besoin. Et puis il a mis en place un État totalitaire. Avec Monsieur Rome. Voilà. Mais c'est très comparable, c'est-à-dire où on crée... On dissémine des troubles de choc qui créent une inquiétude et une peur et des agressions physiques de façon à ce qu'il y ait un appel à l'ordre de la part de la population, quoi. Voilà, de dire on va voter Biden, comme ça on sera tranquille, quoi. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Alors si on vote Trump, va encore y avoir des agressions, des incendies, des choses comme ça. Bon, on vote Biden, on va être tranquille, quoi. Voilà, il y a ce côté-là, quoi. Voilà, qui est très dangereux. Et le livre de Schwab développe complètement cette idée-là, quoi. Le fait que les activistes, ils sont de son côté. Et il faut s'appuyer sur les activistes
pour accélérer cette transition, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et ça donne d'autant plus de force à cette transition, quoi. C'est curieux quand même, parce que son précédent livre sur la 4e révolution industrielle n'était pas du tout idéologiquement connoté. Il allait techniquement dans le même sens, mais il n'y avait pas ces complicités, ces compromissions avec le système. Simplement, je crois qu'il a eu très peur, il le dit dans le livre le précédent, il a eu très peur de la crise des Gilets jaunes. Voilà. Ça a ébranlé ses convictions utopiques, tout est bon dans le meilleur des mondes. Et cette peur l'a amené à se rapprocher justement des activistes écologistes, Jean et compagnie. Je pense que c'est ça qui explique la contradiction. Oui, et puis surtout que le Covid et tout ce qu'il y a eu autour, ça a permis de tuer le populisme. Ça a permis de tuer les gilets jaunes, parce que maintenant les gilets jaunes, on n'en parle plus. De toute façon, on ne peut plus manifester, donc ils ont quasiment disparu. Ça a permis de contribuer à éliminer Trump, parce que sans le Covid, il avait des résultats économiques tellement bons que même avec de la fraude, il serait quand même repassé, je pense. Bon, là, il y a eu de la fraude plus ou moins, enfin, je pense qu'il y a pas mal de fraude, mais bon, c'est un autre sujet. Et puis, il y a eu le Covid qui a quand même mis au chômage des millions d'Américains. Donc, surtout que les États démocrates, eux, appliquaient le confinement à la lettre, avec l'espoir de dégrader d'autant plus la situation économique pour que le bilan économique de Trump soit dégradé, quoi. Voilà. Alors que les États républicains, eux, avaient tendance à limiter, justement, à faire pas trop de confinement, quoi. Voilà. Bon, donc il y avait vraiment une volonté. Voilà, donc le Covid, ça a servi à ça, quoi. Est-ce qu'il faut un projet global pour s'opposer à ce projet global de la grande réinitialisation? Au fond, est-ce qu'il faut utiliser les mêmes armes que Schwab, que Schwab utilise? Le système. Voilà. Oui, c'est-à-dire, les idées globales qu'il faut opposer, c'est celles de la liberté, qui sont des idées anciennes, c'est le droit naturel, c'est voilà. Alors maintenant, parler d'idées globales, parce que le terme global, c'est un côté un peu connoté, un peu celui justement des tenants de la grande réinitialisation. Des globocrates. Les globocrates, voilà, les globalistes, tout ça. Bon, mais la liberté, c'est une idée. Enfin, on va pas dire c'est une idée globale, c'est une idée. C'est quelque chose de vital. Bon, donc il faut défendre les libertés. Voilà, il faut toujours défendre les libertés. Vous dites, il faut défendre des outils. Ouais. Ici, aussi au niveau technologique, qui peut permettre de contourner le pouvoir des GAFA. Par exemple, le Bitcoin, la blockchain, tout ce qui est de l'ordre de la décentralisation. Et vous avez Elon Musk, qui est un soutien pas déclaré de Trump, mais qui n'est pas trop du côté des démocrates. D'ailleurs, il a quitté la Californie parce qu'il en avait ras-le-bol des réglementations écologistes. Il est parti s'installer au Texas, en État républicain. Donc, bon, il n'est pas trumpien, mais voilà, enfin, il n'a pas déclaré qu'il était pro-Trump, mais il l'est quand même. Récemment, suite à l'affaire de GameStop, alors une affaire où des petits porteurs ont mis en faillite des gros fonds, des gros hedge funds new-yorkais qui pariaient à la baisse sur une action. Oui. Et ensuite, les grosses corporations se sont liguées contre ces petits porteurs, justement, petits investisseurs, pour leur casser les reins, en leur empêchant de passer les ordres, tout simplement. Donc, ils ne pouvaient plus passer des ordres, l'application a été bloquée. Et juste après, Elon Musk, sur son compte Twitter, elle a mis Bitcoin, tout simplement. Ah oui. Voilà. Et donc, derrière ça, c'est l'idée de dire il faut des choses décentralisées, c'est-à-dire où personne n'a le pouvoir d'appuyer sur un bouton pour vous bloquer. Sur Bitcoin, vous avez quand même cette liberté-là. Si vous ne croyez plus à l'euro, achetez du Bitcoin. Et de l'or aussi. Alors aussi de l'immobilier, on est d'accord, il y a des placements, mais voilà. Mais c'est une façon de s'échapper du système. Et on peut imaginer un Twitter ou d'autres sites comme ça qui fonctionneraient sur la blockchain, où il n'y aurait plus de contrôle centralisé, et ça permettrait de contourner les GAFA. Donc il y a aussi les outils technologiques qui peuvent permettre de défendre et de s'attaquer à ce mouvement totalitaire qui arrive. Fait, l'affaire GameStop... C'est du populisme boursier. Oui, voilà, on peut dire c'est du Trumpisme boursier. Voilà, c'est les petits, c'est les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes américains contre les hedge funds, contre les gros hedge funds new-yorkais qui se gavent d'argent. Voilà, c'est aussi donc il y a encore des outils, il y a des possibilités, il y a des actions à faire. Parce que Schwab, pour lutter, pour défendre les libertés et lutter contre. À un moment, malgré tout, c'est curieux, ça lui échappe probablement. Tout ce qu'on peut faire au niveau local, il faut le faire, dit-il. Oui, enfin ça ne mange pas de pain, mais le localisme, c'est peut-être aussi un instrument. Oui, le localisme, oui, enfin...
Mais oui, mais le localisme, pour que le localisme existe, il faut qu'on puisse aller au restaurant, au bistrot, et au concert, et au théâtre du coin, parce que sinon, au cinéma, parce qu'à chaque fois, on rencontre des gens, on sort avec des gens, et on discute. Donc le localisme, dans le confinement, ça marche pas, quoi. Voilà, donc il faut dire qu'il faut lutter contre le confinement, contre les couvre-feux. Il faut demander la réouverture de tous ces lieux de vie et d'échange. Et puis, il faut les investir, il faut... voilà. Dans une certaine mesure, on avait parlé à propos de la société communiste, d'Orwell, bien sûr, une société orwellienne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas plutôt Aldous Huxley que l'auteur de 1984, Orwell, qui l'emporterait en quelque sorte pour déchiffrer la société contemporaine? Oui, c'est-à-dire que le côté technologique de Huxley qui serait plus important que le contrôle proprement dit. Et qui touche même la vie. Autant le XXe siècle a été celui de la physique et de la chimie, avec parfois des catastrophes, autant on peut dire que le XXIe siècle s'annonce biologique. Oui, avec le transhumanisme, tous ces discours-là. Oui, non, c'est aussi... Donc c'est plutôt Huxley que Orwell, en quelque sorte. Enfin, un mélange des deux. Non, mais c'est... Je lisais cette déclaration, Philippe Herlin, de Marc Draghi, juriste spécialisé dans l'histoire du droit, passionné par la question monétaire. Il le dit, collectivement, il apparaît peu probable que les peuples européens vieillissants se réveillent. Bah, moi, je veux toujours garder espoir, donc, parce que sinon, il n'y a plus qu'à fermer les boutiques et voilà, quoi. Donc, non, mais... Cultiver son jardin. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a aussi le contact, le contact avec la réalité qui peut réveiller les gens aussi. Donc, quand on voit que les confinements... Pardon ? Quand tu n'auras plus rien dans le frigo. Oui, mais même l'État fera toujours en sorte qu'il y ait de trop de... Ben justement, non. S'il y a trop de monnaie et qu'il y a de l'inflation, il n'y aura plus rien dans le frigo. Ça peut arriver, voilà. Le premier confinement, les gens l'ont accepté. Le dernier, le gouvernement a dû l'ajourner parce qu'il sentait bien que les gens commençaient à en avoir vraiment ras-le-bol, quoi. Et les restaurants, je pense qu'ils vont ouvrir un jour parce que les gens commencent aussi vraiment à en avoir ras-le-bol. Donc, oui, mais tout se passe comme prévu, quoi. En fait, on annonçait qu'il y aurait des banques qui feraient faillite, mais pour l'instant, les banques n'ont pas fait faillite. Donc, elles fusionnent. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore... On n'est pas encore dans la situation du Liban, par exemple. Là, les banques ont fait faillite, les gens ont tout perdu. Ou Chypre en 2013. Voilà, on n'est pas encore, mais on y va. Donc il faut espérer que les gens se réveillent avant. Voilà, mais je pense que le peuple français est très attaché aux libertés. Les peuples européens sont attachés aux libertés parce qu'ils savent ce qui fait toute la qualité de nos civilisations. Donc moi, je ne désespère pas, contrairement à ce Draghi. C'est même pas Mario Draghi, c'est un autre. Non, c'est l'autre, c'est Marc. Bon, eh bien, moi, je n'ai plus de questions à poser à notre invité, Olivier. Je cite encore M. Schwab. C'est quand même beaucoup de présomption de sa part. Je me considère, dit-il, comme l'un des citoyens les plus informés. J'ai déjà des difficultés à absorber ce qui se passe. Il espère donc que l'ordre qu'il préconise va émerger. Et il vous rejoint. Beaucoup d'autres technologies vont encore venir et changer complètement nos vies. Oui, mais peut-être pas dans le sens. Oui, mais là, c'est dans le sens qui promeut. Donc, voilà. on peut un peu s'inquiéter. Eh bien, merci. En tout cas, Philippe Herlin, vous nous avez dispensé un message d'espoir aussi, parce que cet ordre qui nous est imposé, qui ne nous réjouit pas, vous l'avez compris, je crois, bien, il y a aussi des moyens d'y échapper ou d'y pallier, en quelque sorte. Puis il y a une dimension prométhéenne dans la civilisation européenne. On peut toujours renaître, même après un échec, on peut toujours renaître. Donc ça s'est passé plusieurs fois. Donc faut de toute façon jamais perdre espoir. Donc après Faust, Prométhée. Voilà. Ça pourrait être une bonne conclusion. Merci Philippe Herlin, merci Pierre. Merci Olivier, merci Et monsieur. nous disons à nos téléspectateurs à très bientôt.